Nous sommes le lundi 16 juillet, la France est championne du monde. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La Principauté célèbre la deuxième étoile de l'équipe de France. Monaco a vibré derrière les Bleus dans cette finale de la Coupe du Monde. Vous le verrez dans ce journal. Nous reviendrons sur cette réunion tripartite entre Monaco, Andorre et Saint-Marin. La musique française à l'honneur hier au concert de l'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et enfin, nous aborderons la prochaine saison du Team Venturi en Formula I. Cela n'a pas pu vous échapper, la France est devenue championne du monde hier en battant la Croatie 4-2 en Russie. Une finale suivie par des milliers de supporters sur la Côte d'Azur mais également en Principauté. Du stress à la délivrance, c'est un reportage de Vanessa Dessier et d'Olivier Bonello aux côtés des supporters. 4-2, l'équipe de France est championne du monde. La Principauté a pu vibrer durant toute cette fin d'après-midi de ce 15 juillet. Dans une ambiance exceptionnelle, les bars du Port Hercule avaient préparé l'événement afin de soutenir les Bleus. Au Stars & Bars, par exemple, pas moins de 25 écrans ont permis de suivre le match en direct. Ce bar, qui cultive son esprit sportif depuis tant d'années, avait prévu de mettre le paquet sur la Coupe du Monde. On a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir le maximum de place parce qu'on avait eu beaucoup de demandes. On a même ouvert le dernier étage, bien sûr, avec le grand écran. Et ça fait longtemps que les gens ont commencé à réserver. Alors aujourd'hui, on a vraiment serré. Mais c'est très sympa, bonne ambiance. À l'instar de 1998, les supporters des Bleus de la Principauté s'étaient donné rendez-vous afin de vivre cette finale tous ensemble. Je pense qu'on est amis, parce qu'on est quand même très à côté. C'est super important, surtout là à Monaco, on voit la ferveur des Monégasques pour la France. Donc non, c'est super sympa, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Écoutez, j'habite à Marseille, je suis là complètement par hasard, donc c'était l'occasion pour moi de venir dans un endroit convivial pour voir ce match. Et ça fait plaisir d'être là, en plus Deschamps a été l'entraîneur de Monaco pendant pas mal de saisons. Donc c'est top, c'est l'endroit, je suis content d'être là avec une vue en plus incroyable. Donc voilà, c'est que du bonheur. On est tous on est obligés qu'on soit avec les Français aujourd'hui, obligatoirement. On est tous Français aujourd'hui. L'ambiance elle est formidable, on est content pour l'équipe de France. Ça fait 20 ans, une génération que nous attendons cette coupe à la deuxième. C'est vraiment une très bonne ambiance. On a hésité à aller à Nice, mais au final on n'est pas déçus. C'est vraiment très bien. Je vais créer dans tout Monaco aller les Bleus. Des scènes de joie comme il est rare d'en voir se sont succédées en Principauté, l'occasion de rappeler les liens forts qui unissent la France et Monaco depuis des décennies. Rendons-nous à présent à la résidence du ministre où avait lieu une conférence de presse vendredi. Elle avait pour objet la réunion tripartite sur les négociations avec l'Union européenne entre Monaco, Saint-Marin et Andorre. Plus de détails dans ce reportage de Crescinda Tomel. Le 13 juillet dernier, veille de la fête nationale française, Anthony Marty-Petit, chef du gouvernement d'Andorre, et Nicolas Ranzi, le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, les affaires politiques et la justice à Saint-Marin, ont été reçus par le ministre d'État, Serge Tell, afin d'échanger sur l'avancée des négociations engagées depuis plus de 3 ans avec l'Union européenne. Des territoires à la fois semblables mais différents avec des spécificités communes comme par exemple la libre circulation des personnes. Ce qui nous rapproche, c'est le fait qu'on ne peut pas accepter, ni Andorre, ni Saint-Marin, ni Monaco, que 500 millions d'Européens puissent venir s'installer ou travailler en Principauté sans qu'il y ait un contrôle par le gouvernement de cette installation, de cette installation au titre de la résidence ou de cette installation au titre du travail. Et les 3 pays sont, par exemple, sur cette liberté de circulation, dans la même situation. Et donc, nous travaillons sur le besoin pour l'Union européenne de prendre en compte cette spécificité qui est évidemment totalement contraire à l'autre grand principe de la construction européenne, qui est la non-discrimination, le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité. Ces rencontres entre les différents chefs de gouvernement sont essentielles. Elles offrent l'occasion de revenir sur la stratégie de négociation et elles permettent d'évaluer les différents domaines dans lesquels les 3 pays peuvent défendre des positions communes. Je crois que le message le plus important est de dire
et de dire très clairement que rien ne se fera sans l'écoute des acteurs sociaux et économiques. Et en plus, même si parfois il y a beaucoup de pression, il y a aussi cette volonté, parce que c'est particulièrement facile, par nos dimensions, d'être dans l'écoute de tous les propos qui viennent de tous les secteurs, qu'ils soient économiques et sociaux. Un accord qui devra donc prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Pour mémoire, l'Union européenne, qui a lancé un appel, souhaiterait voir aboutir un accord politique avant la fin de la mandature de la Commission Juncker en 2019. Il n'y aura pas d'accord, comme vous le savez, si l'ensemble de nos spécificités n'ont pas été prises en compte. Donc si elles devaient l'être dans les 7-8 mois qui nous séparent de la fin de la Commission Juncker, évidemment, on regarderait à ce moment-là les conditions d'une éventuelle signature de cet accord. Mais si ce n'est pas le cas, pour nous, on continuera à négocier jusqu'à ce que l'accord que nous recherchons soit le plus à même de préserver les spécificités monégasques. Les spécificités monégasques devront donc être prises en compte pour espérer voir aboutir un accord politique avec l'Union européenne d'ici moins d'1 an. L'actualité en principauté, c'est également ces informations en bref. De la même manière que la victoire française en finale de la Coupe du Monde a été largement fêtée dimanche soir en Principauté, les célébrations de la fête nationale française ont également donné lieu à une réception sur la grande digue du port en présence de la princesse Stéphanie, du ministre d'État Serge Tell, à l'invitation de l'ambassadrice de France, Marine de Carnet-Tressesson. Des festivités auxquelles a participé la Loire, ce navire de la marine française en bâtiment de soutien qui a fait escale à Monaco tout juste de retour d'une mission au Moyen-Orient. Et puis comme le veut la coutume, des célébrations ont également été organisées à la Maison de France. À Nice, le souvenir et l'émotion se sont mêlés aux festivités du 14 juillet puisqu'une célébration a eu lieu samedi place Masséna, 2 ans après l'attentat qui a coûté la vie à 86 personnes sur la promenade des Anglais. La principauté était représentée par le ministre d'État Serge Tell. Et puis à l'issue des oraux de rattrapage, on connaît désormais les taux de réussite définitifs du baccalauréat 2018 à Monaco. Le lycée Albert Ier obtient 100% de réussite dans la série générale, avec 180 mentions pour les 210 candidats inscrits. 100% de réussite également dans la série technologique. Le lycée FANB obtient un taux de réussite de 97,18% pour la voie générale. Au lycée technique et hôtelier de Monaco, 100% de réussite pour la série technologique STHR. Pour le diplôme national du brevet, sur les 421 collégiens inscrits, 428 l'ont obtenu, avec 323 mentions, soit un taux de réussite de 98,36%. Monaco Télécom vient de l'annoncer, le groupe monégasque a trouvé un accord pour l'acquisition de l'ensemble des parts de MTN Chypre qui compte plus de 400 000 clients et peut se prévaloir d'un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros. La transaction devrait se conclure au 3e trimestre 2018. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international de Monaco Télécom, comme nous l'explique son directeur général Martin Perronnet. Il est interviewé par Patricia Navarro. MTN Chypre, c'est le 2e opérateur de Chypre, il a 400 000 clients, beaucoup en mobile, il est très présent sur le domaine du mobile, c'est le leader à Chypre sur le domaine de la 4G. C'est un opérateur très dynamique qui prend à peu près 2 points de part de marché par année ces derniers temps, très dynamique techniquement et très dynamique commercialement, et qui appartient à un très grand groupe jusqu'ici, qui est le groupe MTN, qui est un groupe d'Afrique du Sud, qui est avant tout présent en Afrique et au Moyen-Orient. Pour autant, il y a énormément à faire, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Vous savez qu'on a une grosse tradition de dynamique à l'international, de travailler avec d'autres opérateurs à l'international. Là, ça nous intéresse particulièrement, premièrement parce qu'on en est propriétaire, et ça c'est la première fois que ça nous arrive, et deuxièmement parce que c'est, on va dire, dans une géographie gérable. C'est en Europe, c'est un opérateur de la zone euro, c'est une zone qu'on connaît.
Moi je connais bien les gens aussi de CITA qui sont l'autre gros opérateur à Chypre. C'est le bassin méditerranéen. Monaco, sa zone normale, c'est le bassin méditerranéen. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour nous. Musique avec la suite des concerts d'été au Palais Princier. Hier, la cour d'honneur accueillait l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le violoniste Maxime Vengerov. Plus de détails dans ce reportage signé José Sacré. 2 heures à peine après la victoire de l'équipe de France de football, désormais championne du monde, le programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné dans la cour d'honneur du Palais Princier était par un heureux hasard essentiellement français. Carmen de Bizet, une pièce de Saint-Saëns, et de Paul Dukas, l'apprenti sorcier que le chef français Jean-Christophe Spinozzi a dédié à Didier Deschamps. Jean-Christophe Spinozzi, chef de réputation internationale, dirigeait pour la première fois dans la cour d'honneur du Palais Princier un orchestre qu'il apprécie. Quand je dirige des orchestres, je considère que c'est plein de musiciens différents. Les différences qu'il y a entre les personnes sont des fois un frein à l'unité. Et là, ce sont des différences qui s'accordent. C'est un orchestre qui est très gentil. En tout cas avec moi, je les trouve toujours disponibles et bien que très professionnels, ils ont leurs émotions individuelles. Et avec tous ces antagonismes, ça fait un bel ensemble. Et je crois que aussi tout le monde a en tête le privilège d'être ici à Monaco. Et non, c'est très agréable pour moi de les diriger. C'est des collègues que j'aime beaucoup. L'invité d'honneur de ce concert était le violoniste Maxime Vengerov qui sera l'artiste en résidence de l'orchestre la saison prochaine. Maxime Vengerov a interprété le célébrissime concerto pour violon de Max Bruch, un concerto qu'il n'avait pas joué depuis plus de 20 ans. Parfois, je laisse ce concerto à mon valise et je laisse pour 10 ans. Parfois, comme Bruch, j'ai laissé pour 20 ans. Il faut avoir toujours amoureux avec la musique que je joue. Quant à l'introduction et Rondo Capriccioso, opus 28 de Camille Saint-Saëns, c'est une pièce qui n'a jamais quitté le répertoire de Maxime Vengerov. C'est difficile pour jouer, mais c'est très agréable pour jouer. Je joue ce morceau toute ma vie, depuis 7 ans. et c'est toujours, je trouve, découvert de nouvelles choses avec l'orchestre. Ça dépend de chef, orchestre, je travaille. C'est à la fois une star et un tsar. Vengerov, c'est même une légende. Et comme souvent les très grands artistes, il est super sympa, il est super gentil, c'est également un bonheur. Musique toujours, c'est devenu au fil des ans l'un des rendez-vous réguliers du calendrier culturel monégasque estival. Le concert Summer Dreams aura lieu demain dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et cette année, c'est le compositeur Éric Serra qui, à l'occasion des 30 ans du cultissime Grand Bleu, viendra donner un concert dont la thématique cette année est la musique du film. Patricia Navarro l'a rencontré. En fait, j'ai plusieurs groupes, effectivement, enfin plusieurs formules de spectacle. Mais ce groupe-là, avec lequel on va jouer demain soir, c'est mon groupe principal, que j'ai formé il y a maintenant plus de 10 ans. Donc c'est vraiment des musiciens qui jouent avec moi depuis très longtemps, on se connaît très très bien. Et donc on joue des extraits entre guillemets de plusieurs musiques de films, donc ça va de Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Le Cinquième Élément, GoldenEye, Arthur et les Minimoys, Lucie, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et en fait ce sont des adaptations
de thèmes de ces films-là. Alors adaptation parce que autant par exemple le Subway c'était de la musique effectivement un peu de groupe, donc là on peut le jouer quasi à l'identique. En revanche, je sais pas, le Grand Bleu c'était purement électro avant l'heure. Or là on le joue avec un groupe. Et les extrêmes comme Arthur et les Minimoys qui étaient quasi 100% symphoniques, là on le joue avec un groupe. Donc c'est vraiment des adaptations, c'est complètement réarrangé. Et c'est entre pop et fusion. C'est-à-dire il y a beaucoup d'improvisation. On utilise les thèmes des films mais on improvise dessus. Et c'est, disons, quelque part entre Pink Floyd, Magma, Weather Report. Voilà. Parlons sport. À présent, ce week-end avaient lieu les 2 dernières courses de la saison du championnat de Formula E. C'était à New York. Le Team Venturi, après avoir réalisé de belles courses samedi, a été contraint à l'abandon dimanche. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers la prochaine saison. Je vous propose d'écouter la nouvelle team principale, Suzy Wolff, et le nouveau pilote de l'écurie monégasque, Felipe Massa. Ils sont au micro d'Alexandra Pani. It's quite a challenge ahead, but a challenge that I'm ready for, and I'm very proud to be joining Gildo at the Venturi team. There's some great people in the team who I look forward to working with, and we want to get on-track performance. We want to make sure that we are scoring lots of points next season in Formula E, so quite a lot of hard work ahead, but it's going to be great fun. It's an amazing feeling, you know, to first of all start in Formula E, which is a championship that is growing massively year by year. And it's unbelievable how success, you know, is the event now. Very incredible and great races with the good drivers. And I'm so happy to announce that I will race for Venturi next season, but also the year after. So I think it's a new challenge for me. You know, I stopped my career in Formula One after 16 years, and it's a great challenge, you know, to start a new. Different category, complete different ideas, you know, racing only on the streets in the beautiful places like New York and many other countries that is doing the races in the championship. So I'm really looking forward for racing for Venturi, for Gildo Pastor, which is a great professional, you know, especially in these electric cars. And I'm really looking forward for that. Of course, it's my first role in the management side of racing, but luckily I have a husband who works in Formula One, so I could learn a lot from him. And for me, the challenge feels completely right. I think sometimes it's a lot about the people, and I had a really good feeling with Gildo and the team from the very beginning. So I have a lot of background in racing. I know what it's like from the driver's perspective, and now I have to learn my way from the management perspective. It's a new experience, you know. You need to learn how to drive the car with the battery, understanding how it works, you know, to work with the different tires, which is like almost road tires, you know. But also it's a complete different ideas, you know, and the experience to drive this car. But I'm so happy. I mean, I start some testing already, learning, understanding, and I really hope I will be ready for the beginning of the season. Formula E has huge potential. You know, it's an exciting new platform. It's a different kind of racing, street circuits, one-day events, fully electric cars. But I think that's the way the automotive industry is changing, and it's moving towards all battery cars. So I think we're heading in the right direction. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Le soleil sera-t-il au rendez-vous dans les jours prochains? Eh bien, la réponse avec les prévisions météo. Ce mardi, les gouttes de pluie du début de semaine laisseront la place à un beau soleil. Les températures seront comprises entre 20 et 27 degrés. Mercredi, quelques légers passages nuageux, mais la journée restera tout de même pour partie bien ensoleillée. Jeudi, le temps se couvrira en cours de journée, il soufflera une légère brise. Alternance de soleil et passages nuageux vendredi également. Au meilleur moment de la journée, les températures grimperont jusqu'à 25 degrés. Enfin, le week-end prochain, soleil et nuages se partageront le ciel et le retour de gouttes de pluie ne sera pas exclu dimanche.
Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.